Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux travaux de Patrick Blely et Jean-Luc Marchand. On va aborder ici la trajectoire au-dessus de l'océan Indien. Alors avant d'aborder ce point, quelques précisions s'imposent. Cette partie du vol du MH370 se trouve au-delà de la portée des radars. C'est pourquoi les seuls éléments techniques permettant d'étudier la trajectoire sont les données Inmarsat, à savoir les BTO et BFO. Ces données sont régulièrement pointées du doigt par les personnes qui ne les acceptent pas au motif, bien souvent, qu'elles proviennent de la société britannique Inmarsat et que les Britanniques sont jugés proches des USA et donc à couvrir une soi-disant bavure américaine. Lors de mes recherches, j'ai découvert que ces données ont été portées à la connaissance des autorités malaisiennes dès le lundi 10 mars 2014. À la suite de cette information, les autorités malaisiennes avaient chargé le NTSB et l'AAIB de les vérifier afin de s'assurer de leur viabilité. Raison pour laquelle, quelques jours plus tard, les autorités ont abandonné les recherches en mer de Chine car cela confirmait que l'écho-radar suivi et évoqué moins de 24 heures après la disparition de l'avion était bien le MH370. Pour ces premiers jours de la disparition, je vous renvoie vers les vidéos des conférences de presse que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui encore, certaines personnes doutent de la viabilité de ces données et notamment parce qu'on ne dispose pas des données brutes, souvent désignées comme les raw data. Il faut savoir qu'elles ne seront jamais rendues publiques, car cela ouvrirait la porte à des possibilités de piratage si on connaissait toutes les lignes de code des communications. La gendarmerie française les a récupérées en 2021 en acceptant qu'elles ne soient jamais diffusées publiquement. Mais à ce jour, rien n'a filtré de leur enquête. Les données dont on dispose sont les données extraites par les techniciens d'Inmarsat et qui ont un intérêt dans la localisation de l'avion. Inmarsat avait d'ailleurs publié un rapport pour décrire la méthode et les équations utilisées pour leur étude en septembre 2014. Pourtant, il faut savoir que ces données sont bien issues des communications entre le réseau satellitaire et l'avion immatriculé 9M-MRO. L'immatriculation de l'avion ayant effectué le vol MH370 cette nuit-là. Chaque équipement SATCOM embarqué possède un identifiant unique. On peut donc clairement affirmer que c'était bien cet avion qui effectuait le vol cette nuit-là qui a échangé avec le satellite. À ne pas confondre avec le Flight ID que l'on a abordé dans la vidéo précédente qui est une information différente. A noter que l'Independent Group n'a trouvé aucune irrégularité dans ces données et on parle ici de scientifiques très pointilleux, même si je suis parfois en désaccord avec les paramètres qu'ils peuvent prendre dans leurs études. Trop scientifiques et pas assez pratiques d'un point de vue pilote, selon moi. Ces données sont donc considérées comme fiables. C'est en tout cas mon avis et celui des auteurs de cette étude. On va partir du premier appel téléphonique SATCOM qui, rappelons-le, a bien abouti à bord de l'avion. On en est certain car tous les échanges du log des communications montrent que la connexion a bien été établie. Le téléphone a donc bien sonné dans le cockpit, mais personne n'a répondu. On va d'abord parler du calcul de la vitesse et de l'altitude. La première chose qu'a essayé de vérifier Patrick Blely est la consommation de l'avion en partant du tableau de la dernière étape que nous avons vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la fin du Final Major Turn, et qui donnait un pétrole restant de 32,4 tonnes. C'est ce que vous avez en bas de ce tableau. Compte tenu du temps de vol jusqu'à la fin, il a ensuite déterminé que la consommation moyenne horaire à la masse de 190 tonnes avait été de 5760 kg à l'heure pour une vitesse de Mach 0.706 qui correspond à 265 nœuds indiqués pour un ISA plus 12 en moyenne. Alors là on rentre dans des détails un petit peu techniques. Pour cela, il a tenu compte de la surconsommation du moteur droit et des conditions de température. Alors, je ne vais pas tout détailler ici, mais tout pilote de ligne habitué à manipuler ces données pourra les vérifier dans le rapport. Toutefois, le tableau présenté dans le manuel du Boeing 777 ne donne pas les valeurs pour une altitude du niveau 300 et pour la masse moyenne de l'avion sur la branche de vol au-dessus de l'océan Indien que Patrick a évalué à 190 tonnes. C'est le tableau que vous avez ici.
Il a donc fallu que Patrick fasse ce que l'on appelle une double interpolation pour retrouver les bonnes valeurs à partir de celles des conditions inférieures et supérieures disponibles dans ce tableau. Il en est arrivé à une vitesse de Mach 0.706 qui est très proche de la vitesse que Boeing présente comme la vitesse du Maximum Range Cruise, MRC, qui correspond à la vitesse qui permet d'effectuer la distance la plus grande au niveau 300. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente de la deuxième partie de cette étude, nous avons parlé d'une vitesse indiquée de 265 nœuds. Eh bien, 265 nœuds, ça correspond justement au Mach de Long Range Cruise, moins 5%, qui est alors le MRC, le Mach Maximum Range Cruise. Cette vitesse de Mach 0.706 correspond à 265 nœuds de vitesse indiquée et qui est donc une vitesse maximale d'attente qu'on peut faire en vol rectiligne et recommandée par la FAA et l'OACI. Ce qui est assez surprenant comme remarque. Alors je ne vais pas aller plus loin car je pense que beaucoup vont être perdus, mais il est important d'en parler pour que les pilotes comprennent d'où vient cette vitesse, mais également le public. Pour le public non averti, ce qu'il faut retenir, c'est que cette vitesse à ce niveau de vol permet de voler suffisamment longtemps pour correspondre au temps de vol validé par les heures des données satellites. Et que l'on tombe sur cette vitesse à partir des données satellites ne peut pas être une coïncidence. Cette vitesse n'a pas été prise au hasard par la personne aux commandes. Cela montre que cette personne savait parfaitement quelle vitesse prendre pour aller le plus loin possible à ce niveau de vol. Qui d'autre qu'un pilote aurait été en mesure de savoir à quelle vitesse voler? Il lui suffisait ensuite de sélectionner tout simplement cette vitesse sur le panneau du pilote automatique et l'avion la conserverait indéfiniment jusqu'à qu'on touche à quelque chose. Les modélisations faites sur Prepare 3D ont d'ailleurs corroboré cette hypothèse. On va parler maintenant de la trajectoire vers le sud. Il est primordial de définir une vitesse avant de reconstituer une trajectoire à partir des BTO. C'est pour ça que Patrick et Jean-Luc ont d'abord défini cette vitesse que l'on vient de voir. Quand vous avez la vitesse de l'avion, vous pouvez déterminer précisément la distance parcourue au sol en prenant en compte les vents notamment. Après avoir déterminé le lieu de l'appel téléphonique, il a fallu identifier la direction de la route suivie. Et ici, une cellule orageuse, on en a parlé dans la vidéo précédente, a probablement influencé le choix vers le cap 188, en cap magnétique. Il faut ensuite projeter les distances sol, successivement calculées jusqu'à toucher l'arc BTO suivant. Donc en fait, c'est tout simple. Donc, il faut déterminer les distances pour chacune des branches, et c'est ce que vous avez dans cette reconstruction du segment sud. Et notamment ensuite avec ce tableau qui récapitule tous les paramètres de chaque portion de ce segment sud. Et à chaque point d'intersection que vous avez sur un arc BTO, vous avez donc la route, la vitesse, ce qui vous permet de calculer le BFO, qui aurait été reçu par le satellite à cet instant pour un avion à cet endroit-là et avec ses paramètres de vitesse. Il y a juste ensuite à comparer les BFO enregistrés pour voir si cela tombe dans les tolérances de plus ou moins 7 Hz. Ce sont les valeurs que vous avez en rouge sur ce tableau. Et c'est là qu'intervient Jean-Luc Marchand. Grâce à cette méthode, on note que les BFO et les BTO de la trajectoire suggérée par Patrick et Jean-Luc sont dans les tolérances d'Inmarsat. En clair, la trajectoire est parfaitement plausible. Cela ne signifie pas pour autant à 100% que c'est ce que l'avion a fait cette nuit-là, mais les marges d'erreur sont nettement réduites. Une comparaison est faite par rapport à ce graphique que vous avez là, qui avait été publié dans le rapport d'Inmarsat et montre les écarts par rapport aux valeurs de BFO observées. Et ça colle relativement bien. Sur cette autre image, Patrick et Jean-Luc ont projeté leur trajectoire par rapport à celle initialement estimée par Inmarsat. Certains vont dire que le point d'aboutissement est très proche de celui d'Inmarsat et que l'on n'a rien trouvé à cet endroit. Mais là où Patrick diverge de l'enquête officielle, c'est sur ce qui se passe au 7e arc, et vous allez comprendre pourquoi. La descente finale.
C'est sur ce point que les auteurs se démarquent de la version officielle. Les enquêteurs officiels ont considéré que personne n'avait piloté l'avion à la fin. Ce n'est pas ce que je considère le plus probable selon moi, parce que l'on a quelqu'un qui a piloté l'avion dans un but précis, que l'on ignore encore aujourd'hui, lors de la première heure de la disparition. Pourquoi n'aurait-il pas piloté l'avion à la fin ? Je comprends que cela soit difficile à concevoir pour certaines personnes, et pourtant, on doit se poser la question. D'autant plus que les différentes campagnes de recherche sous-marine basées sur cette hypothèse de personne aux commandes et d'un avion qui serait tombé en spirale au niveau du 7e arc n'ont rien donné. Il faudrait peut-être que les enquêteurs se posent la question suivante. Si on n'a rien trouvé, ne faudrait-il pas changer d'hypothèse de personne aux commandes ? C'est ce que j'ai toujours suggéré car trop d'éléments montrent qu'il y avait quelqu'un aux commandes de cet avion. Et c'est aussi ce que Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand suggèrent. On est totalement d'accord sur cette question. Patrick Blailey, avec l'appui de Jean-Luc, apporte sa version de la trajectoire que l'avion aurait pu faire lors de la fin du vol afin de délimiter une zone de recherche à proposer aux enquêteurs. Il propose une possibilité jamais explorée à ce jour. Jusqu'à présent, on a tous considéré, moi compris, que la reconnexion SATCOM de l'arc 7 était due à la perte du deuxième moteur par manque de carburant. La perte du deuxième moteur déclenche automatiquement le démarrage de l'APU. Le SATCOM est alors alimenté à nouveau et se reconnecte au réseau. Alors ce scénario est parfaitement viable techniquement, il faut le reconnaître. Mais Patrick propose que la coupure du deuxième moteur, donc le moteur gauche, n'aurait été pas due au manque de carburant, mais qu'elle aurait été volontaire. La personne aux commandes, avec l'idée d'effectuer un crash en essayant de laisser le moins de débris possible, aurait voulu conserver un avion parfaitement pilotable et aurait donc activé l'APU manuellement avant de couper le moteur gauche. Exactement ce qui a permis à Sully de garder un avion pilotable pour amérir sur l'Hudson 5 ans plus tôt. Pour Patrick, la reconnexion SATCOM serait alors due au basculement de l'alimentation du bus gauche sur l'APU, puisque cela se fait après une brève coupure de l'alimentation électrique. Explication parfaitement crédible. L'hypothèse de Patrick permet également de considérer que les volets pourraient parfaitement avoir été sortis, puisque avec l'APU, ceux-ci peuvent être abaissés complètement et tous les circuits de l'avion fonctionnent, sauf certains délestages électriques. Alors, certains diront que des rapports de la TSB prouvent que les volets n'étaient pas en position baissée au moment du crash. J'ai décrit tout ce qui se dit dans ces rapports dans mon ouvrage. Toutefois, je suis toujours resté dubitatif sur ce point et je ne suis pas convaincu aujourd'hui que l'on puisse affirmer cela avec autant de certitude. L'étude des débris du flaperon et du volet adjacent mériterait d'être revue, selon moi, avec un angle différent. Et c'est aussi ce que pense Patrick, mais pas seulement. Je vous renvoie vers les études de Capsio et particulièrement l'excellent travail d'Argyris Kamoulakos sur le flaperon. Sans aller dans les détails du rapport ici, Patrick et Jean-Luc publient un profil vertical de la descente et décrivent les actions effectuées. Cela permet de déterminer la distance parcourue par l'avion et l'on constate que l'on tombe au-delà de la zone déjà explorée. Parlons maintenant de la zone préconisée. À partir de cette reconstitution, la zone définie est la suivante. Ce que vous voyez ici. Elle fait 350 nautiques carrés. Elle serait couverte en moins de 5 jours par les moyens d'Ocean Infinity. À titre de comparaison, la zone envisagée pour les futures recherches par Ocean Infinity fait 100 000 nautiques carrés et devrait nécessiter 100 jours d'exploration. Quand on superpose la trajectoire suivie par le navire de Ocean Infinity en 2018, on se rend compte que l'on n'est pas si loin de là où le navire était passé, mais que cette zone n'a pas été couverte. Pourquoi suis-je aussi favorable à la zone définie par Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand ? Eh bien parce que, lors de mes travaux sur cette affaire, j'avais aussi défini une zone en 2016, qui était cependant bien plus vaste, en considérant aussi que l'on avait très certainement eu affaire à quelqu'un qui avait piloté l'avion à la fin. Quand on regarde où se situe la zone publiée dans ce rapport, on est en plein dans la zone que j'avais définie il y a 7 ans.
et je n'ai jamais changé d'avis sur cette zone que je considère encore aujourd'hui valable. En conclusion, je vais reprendre la conclusion du rapport parce que je la considère parfaitement adaptée pour ce que je pourrais dire dessus. Donc vous pouvez la lire ce que vous avez à l'écran. Dans ce qui est dit, oui, je suis d'accord qu'à ce jour, aucune trajectoire n'a été aussi bien démontrée. Pas même par l'Independent Group qui est trop souvent resté enfermé dans l'hypothèse de personne aux commandes et dont certaines parties de trajectoires proposées étaient parfois incompatibles avec certains aspects aéronautiques et manquaient d'une vision de pilote. Il faut un pilote pour recadrer certains aspects techniques de ce vol. C'est pourquoi l'étude de Patrick, qui est un pilote expérimenté, avec Jean-Luc, qui est un scientifique rigoureux, peut apporter un éclairage nouveau sur cette affaire. Cela mériterait que les enquêteurs se penchent vraiment sur leur travail afin, espérons-le, de fouiller cette zone si les recherches reprennent comme cela semble être pressenti pour la fin de l'année 2023 ou début 2024. Gardons espoir que l'on retrouve cet avion et que les familles des disparus puissent enfin faire leur deuil. Patrick et Jean-Luc ont d'ores et déjà transmis cette étude au BEA français, qui devrait le transmettre aux Australiens et aux Malaisiens. Elle a aussi été envoyée à la gendarmerie des transports aériens, qui a toujours une enquête ouverte sur le MH370. J'avais d'ailleurs moi-même été entendu par les gendarmes de la section de recherche il y a 1 an et demi sur demande de la juge d'instruction chargée du dossier. Elle souhaitait avoir l'avis de plusieurs personnes françaises ayant enquêté sur cette affaire. Je sais qu'ont été aussi entendus Florence de Changy, François Renaud, Patrick Blély et d'autres. Aujourd'hui, depuis la parution de mes 2 ouvrages sur le MH370, j'ai décidé de faire davantage de la pédagogie via YouTube pour expliquer des aspects de cette enquête afin de donner une vision plus juste et plus pragmatique de cette affaire, loin de tout complotisme. Bref, remettre du sérieux là où certains n'en voient pas. Cette étude, je n'y ai pas directement participé comme cela a pu être dit par certains journalistes. J'ai été tenu informé des travaux en cours et partagé de nombreuses discussions avec les auteurs. Ma participation se situe donc surtout à promouvoir le travail de ces 2 personnes afin qu'il soit reconnu et également connu d'un point de vue public, que ce soit auprès du BEA, mais aussi donc publiquement au travers de ces vidéos. Les adresses mail de Patrick et Jean-Luc sont dans l'étude qui a été publiée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir peut-être un œil nouveau sur cette affaire et de vous rendre compte que l'affaire n'est pas totalement terminée pour certains d'entre nous. On continue d'œuvrer pour essayer de pousser les autorités à continuer à chercher et à répondre aux questions de ce qui a pu se passer dans cet avion et à pouvoir répondre aux familles. À bientôt.